Bien, bonsoir chers collègues, je vous prie d'excuser ce petit retard, on a une petite urgence. J'ouvre la séance, je désigne Clément Mézergue, présent comme étant secrétaire de séance. Absent excusé ayant donné délégation de pouvoir, Gilles Pruvot qui a donné pouvoir à Régis Emerio, Karine Largoué qui a donné pouvoir à Brigitte Nabé Girard, Thierry Thiremer qui a donné pouvoir à Gilles Boye, Marlène Guiriec a donné pouvoir à Delphine Floira, Sophie Carrère a donné pouvoir à Marc Boisseau, Aline Fontaine a donné pouvoir à Monsieur Vessière et Ludivine Grasse-Piquet a donné pouvoir à Monsieur Frédéric Malville. Y a-t-il des observations du côté de l'opposition au sujet du procès-verbal de la séance du 6 décembre dernier? Ok, parfait. Les registres vont circuler pour signature, s'il vous plaît. Et j'ouvre donc cette séance avec d'abord deux petites informations qui me semblent importantes, que je vous dois. En tout cas, d'abord une première information au sujet du contentieux qui nous oppose au SMICVAL. Donc vous savez que la commune d'Izon s'est associée notamment à la CALI, mais pas que à la CALI, et pour contester la validité de 6 délibérations du SMICVAL qui concerne la mise en place de leur nouveau modèle de ramassage des ordures ménagères. Je vous dois quelques informations au sujet de ce recours contentieux. D'abord pour vous dire qu'un médiateur a été désigné par le tribunal administratif de Bordeaux. Et donc on a entamé une procédure de médiation. La CALI a désigné 5 élus pour siéger au sein du collège chargé de défendre la position de la CALI et des communes requérantes face à une délégation du SMICVAL, et je fais partie des 5 élus de la CALI à avoir été désignés donc pour assurer cette médiation. Nous avons une première rencontre avec eux en présence donc du médiateur à la sous-préfecture de Libourne lundi prochain, 13 mars, et je vous tiendrai régulièrement informé de ce qu'il ressort de cette médiation. On a un petit espoir que nos revendications de maintien d'un service public de qualité soient entendues par le SMICVAL. La bataille risque d'être longue, mais peut-être qu'on sortira tous par le haut au terme de cette médiation. En tout cas, je vous devais cette information, puisque nous sommes partie requérante aux côtés de la CALI. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette médiation? Très bien, j'enchaîne. Deuxième information au sujet de la candidature de la ville d'Izon pour recevoir une brigade de gendarmerie territoriale fixe d'ici peu. Vous avez sur table, c'est bien ça? Oui. Vous avez sur table le dossier de candidature de la commune qui a été déposé la semaine dernière, en début de semaine dernière. Il me semble que cette candidature est solide, argumentée, séduisante, je pense, sincèrement, étant entendu que je maintiens et nous maintenons que l'accueil d'une brigade territoriale fixe de gendarmerie Izon répond à un besoin de ce bassin de vie, répond à un besoin des Izonnais, étant entendu qu'on peut attendre de la présence d'une gendarmerie Izon davantage de tranquillité publique, et la tranquillité publique, je le répète, me semble-t-il, est un gage de vie sociale plutôt apaisée. Donc je suis heureux de cette candidature. Je remercie les services qui ont cravaché très très fort dans un temps record pour construire cette candidature. Je remercie les services de la ville, au premier lieu Karine Longuève, Aurélie, également Varaché, nouvellement venue au sein de la commune. Je remercie également les services de la CALI qui ont été d'un soutien précieux, et je remercie, je me dois de le faire une fois encore, les élus qui nous ont aidés, les services qui nous ont accompagnés, les institutions qui nous ont prêté main forte. Philippe Buisson d'abord, président de la CALI. On a eu le soutien de Jean-Luc Glaise, que je remercie, le président du département. On a eu le soutien de Florent Boudier. On a eu le soutien de tous les maires du Sud Libournais. Et cette candidature a été construite en partenariat avec mon collègue de Vert, Jacques Legrand. Et je remercie Jacques Legrand de son esprit de consensus. Il me semble que la candidature Marian, Izon et Vert est plutôt une très bonne candidature, et on le doit à cet esprit de consensus. Maintenant, on attend évidemment le verdict. Et le verdict pourrait être imminent, comme il pourrait être rendu dans quelques mois. Je n'ai pas de date. Il y a 2 sons de cloche. Un son de cloche qui nous annonce une réponse imminente, et un autre son de cloche qui nous annonce une réponse au début de l'été. Je précise que l'idée, c'est de recevoir à moyen terme une brigade fixe à Libourne, donc de construire cette brigade de gendarmerie à Libourne en face de la mairie.
mais qu'il s'agit également, dans un très court terme, dès cet été, je dis bien dès cet été, de recevoir sur le territoire une brigade temporaire composée de 10 militaires. Donc ce serait pour juillet. Ça veut dire que c'est pour quasiment demain. Et si on devait avoir cette bonne nouvelle, je vous tiendrai informé, ou mauvaise d'ailleurs, je vous tiendrai informé immédiatement. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette candidature? Cette petite information que je livre, Monsieur Malville? Non, on en a parlé en commission, en commission PLU, je crois, ou commission ressources. Enfin, on s'est exprimé à ce moment-là. Ce serait une bonne chose si, effectivement, pour la tranquillité publique, on pouvait avoir la brigade à Ison. Une très bonne chose si on pouvait en plus avoir la brigade temporaire sur le territoire du Sud Libournais. Et ça permettrait surtout à nos agents municipaux de la police, que ce soit Vert ou Ison, de pouvoir aussi se reposer sur eux en termes de travail. Tout à fait. Monsieur Vessière, je vous en prie. Oui, moi j'ai des questions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la destination cible de cette gendarmerie, c'est la Cali? Je comprends mal votre question, c'est-à-dire? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a des cités de la Cali, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a d'autres cités qui sont hors Cali. Qui seraient concernés par le périmètre d'intervention de cette brigade? Oui. Oui, tout à fait. Et donc l'implantation de la gendarmerie également. L'implantation de la gendarmerie. Alors, il y a d'autres candidatures, oui. C'est le sens de votre question. Donc effectivement, nous sommes plusieurs dans les starting blocks. On a notamment affaire à la concurrence, à ma connaissance, puisque je n'ai pas connaissance de toutes les candidatures, mais il existe une candidature de Montussan et de Saint-Sulpice-et-Camérac, donc qui sont sur les rangs, qui ont présenté un dossier comme nous. Et il y en a peut-être d'autres, j'en sais strictement rien. Et le périmètre d'intervention de cette future brigade serait à la fois à cheval sur un petit périmètre de la Cali, pour faire court, le sud-ouest libournais, et sur une partie de la communauté de communes des Rives de la Laurence, ex-communauté de communes de Saint-Loubès. Mais ce périmètre n'est pas encore fixé avec précision. On sait juste qu'il y a un trou dans la raquette, pour faire très court, entre la brigade d'Ambarès et la brigade de Libourne. Et il me semble que Ison est vraiment le barycentre de ce bassin de vie entre la brigade de Libourne et la brigade d'Ambarès. Donc je pense que, ne serait-ce que pour des questions de localisation, pour des questions tout bonnement géographiques, la candidature d'Ison est pertinente, très pertinente. Et le foncier qu'on propose à la gendarmerie nationale me semble également très pertinent pour, ne serait-ce que pour favoriser le bon accueil des futurs gendarmes et de leurs familles. Mais oui, nous sommes plusieurs sur la ligne de départ. C'est pour ça qu'il y a match. Il y a match. Donc on joue le match à fond. Et on espère bien remporter la timbale, si je puis dire. D'autres questions? C'est OK. Très bien. L'adoption du compte-rendu du PV. Mais c'est déjà fait. Karine. Seriez-vous distraite? J'enchaîne donc sur l'ordre du jour et on démarre d'abord sur le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2023, exercice classique. Vous le savez, on se doit, avant l'adoption du budget primitif, de débattre des orientations budgétaires de la collectivité, d'aborder ensemble les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement, de préciser quelque peu les projections financières de la commune pour la construction du budget à venir, de dire quelques mots sur la fiscalité, sur les effectifs RH de la collectivité, sur l'encours de la dette, et d'aborder nos principales pistes, je dis bien pistes, orientations envisagées d'investissement, sachant que le budget primitif sera adopté dans 4 semaines, sauf erreur de ma part, et que ça nous laisse du temps pour procéder aux derniers arbitrages. Mais enfin, en tout cas, on se doit ce soir de débattre de ces grandes orientations budgétaires pour 2023. Je le ferai classiquement en 3 temps. D'abord, après un petit rappel introductif sur le contexte dans lequel on se doit de construire ce budget, contexte très compliqué. On reviendra rétroactivement sur la gestion financière de l'exercice budgétaire 2022. Et puis on se projettera sur 2023, d'abord en matière de fonctionnement et puis ensuite en matière d'investissement. D'abord quelques mots sur le contexte économique, social, géopolitique, à plusieurs niveaux.
Monsieur Malville, oui. Juste avant de commencer le débat, comment vous voulez qu'on procède? Est-ce qu'on pose des questions au fur et à mesure ou on attend que vous dérouliez l'intégralité du document, on en débat après? Je ne sais pas, c'est tout. Vous me posez la même question tous les ans, sauf erreur de ma part. Oui, c'est Et vrai. je crois que je vous apporte toujours la même réponse, Mais je m'en souviens plus. à savoir, vous faites comme vous voulez. Comme vous le sentez. Moi, je déroule. Si vous voulez m'arrêter, vous me demandez si vous pouvez intervenir. Je vous donne la parole. Vous intervenez grosso modo quand vous voulez. Si vous estimez plus opportun de me laisser dérouler jusqu'au bout pour qu'on revienne ensuite sur tel ou tel point, il n'y a aucun souci. Chacun est libre d'intervenir quand il le souhaite, à la condition évidemment de demander la parole. Quelques mots d'abord sur le contexte donc économique, social et géopolitique. Bon, en gros, pour faire court, on a un contexte un peu compliqué, un contexte économique un peu compliqué, marqué, vous le savez, par une forte inflation, une croissance qui s'est essoufflée au niveau mondial, hein, d'une manière générale, une inflation qui atteint des montants inédits depuis plus de 40 ans, une confiance qui s'est essoufflée, beaucoup d'incertitudes consécutives, notamment, principalement, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'était il y a un an, et tout ceci ayant pour conséquence une augmentation des cours des matières premières, notamment énergétiques, mais enfin alimentaires également, et ce choc inflationniste, bien évidemment. Ce choc inflationniste nous impacte tout particulièrement, les Français en général et les collectivités en particulier, si je puis dire. J'en profite pour rendre hommage quand même au peuple ukrainien. C'est une petite parenthèse qui n'a pas grand-chose à voir, mais un an de guerre. Donc je rends hommage, en tant que maire en tout cas, à la capacité de résistance du peuple ukrainien et j'adresse un message de solidarité au nom du conseil municipal, à la fois au peuple ukrainien et je précise également que je suis immensément fier qu'ils ont accueilli de manière très digne une famille ukrainienne avec qui ça se passe très bien et je leur transmets au nom du conseil municipal en tout cas un message d'amitié au nom des Isonnais, au nom du conseil municipal. Je sais que ça se passe plutôt bien pour eux et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Je ferme la parenthèse ukrainienne pour vous dire que le contexte n'est pas très bon. Dans la zone euro, on a une croissance annuelle qui est considérablement freinée, puisque les experts tablent sur 0,5% de croissance en 2023, c'est très très peu. Et en France, on observe en tout cas une inflation en France en 2022 de plus de 5 points, c'est considérable. Et on a évidemment tout ceci, cette spirale, ce choc inflationniste évidemment, a des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français et donc sur le pouvoir d'achat des zones des plus fragiles, mais pas que des plus fragiles. Et je précise qu'à notre petit niveau communal, à notre petit niveau municipal, on espère ne pas mettre davantage à mal le pouvoir d'achat des Isonnais. Ça veut dire grosso modo que premièrement, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité, pas d'augmentation de la pression fiscale, on en reparlera après. Et puis par ailleurs, s'agissant des services qui sont assurés par la commune, on espère bien maintenir la même tarification. On espère bien maintenir la même tarification en 2023, quelle que soit l'inflation. S'agissant principalement de la restauration scolaire et des services périscolaires. On fera tout. C'est pas, je ne garantis pas le résultat, on en discutera dans un mois lorsqu'on adoptera le budget, mais on fera tout pour maintenir les mêmes tarifs pour le restaurant scolaire et pour les services périscolaires. La loi de finances pour l'année 2023 prévoit d'abord que la dotation globale de fonctionnement du bloc communal sera abondée par l'État à hauteur de 320 millions d'euros. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les collectivités. Les concours financiers de l'État progressent, grosso modo à l'échelle nationale de 2,5 milliards. Et puis l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs, dont le fameux fonds vert, dont on espère bien qu'il servira à réaliser quelques investissements. Et ils ont mis beaucoup d'espoir sur ce fonds vert pour aller chercher des subventions. En somme, le contexte n'est pas très bon, mais on a un soutien de l'État, somme toute, j'ose pas dire à la hauteur, mais enfin, en tout cas, il ne baisse pas, c'est déjà pas mal. Je rappelle qu'on sort de 2 années de crise et qu'on plonge dans une 3e année de crise. Ça veut dire, en gros, ça fait 3 ans qu'on est élu, il faut le dire, hein, très clairement. Et ça fait 3 ans que le monde est en crise. On a eu 2 années de crise Covid. Et là, on a bouffé en 2022 une année de crise économique due à un contexte géopolitique très tendu. Franchement, c'est pas bonnard hein, quand on démarre un mandat de démarrer dans ces conditions, objectivement. Mais malgré ce contexte, je sais que ça assomme un peu le moral des fois, on a maintenu
quand même une haute qualité de service public, et je rends hommage aux agents et au chef d'orchestre qui est Karine Longuève. Et on a quand même réussi à insuffler une politique d'investissement, me semble-t-il, ambitieuse. On y reviendra, mais il est bien évident que ce contexte va continuer à peser en 2023 et qu'il va falloir composer avec ce contexte. Et malgré ces difficultés, il faut qu'on garde le moral, il faut qu'on aille de l'avant, et puis il faut qu'on continue à être ambitieux pour la ville d'Ison. Un petit retour d'abord sur la gestion financière de la commune en 2022. J'attaquerai d'abord la section de fonctionnement et puis ensuite la section d'investissement. Du côté du fonctionnement, les recettes ont été dynamiques en 2022 puisque on constate, on observe une augmentation de quasiment 6% par rapport à l'année 2021. Ça s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, on est sorti de crise Covid en mars, grosso modo. En mars 2022, on a arrêté en tout cas les protocoles resserrés. Ça veut dire que 2022 était une année où nos services publics, nos services à la population, principalement périscolaires et restauration scolaire, ont fonctionné normalement. Et donc, inévitablement, on a perçu plus de produits en lien avec ce retour à la normale. Et on constate qu'on a une augmentation de 10 points de ces produits. Les produits de fonctionnement des services étant à la hauteur de 795 000 € en 2022. Les impôts nous ont rapporté davantage de produits également, principalement en raison de la hausse des bases. On n'y est pour rien, mais c'est un mécanisme légal qui explique cette hausse des bases. Et puis on a perçu davantage ici ou là. Et les dotations et subventions, elles également, ont augmenté de quasiment 4 points, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On a pu tenir compte, on a pu compter sur nos différents partenaires institutionnels et on espère bien que l'année prochaine, enfin que l'année 2023, pardon, qu'en 2023, il en sera de même. Du côté des dépenses de fonctionnement, grâce à l'attention notamment de la directrice générale des services, une maîtrise de chaque poste a été effectuée avec rigueur, la rigueur qui lui sied. Malgré cette attention, malgré cette rigueur de la direction générale, pas la mienne évidemment, je n'y suis absolument pour rien, moi je suis plutôt mou. Dark Vador c'est elle, moi je suis plutôt Yoda. Les dépenses ont quand même augmenté globalement de 1,7 points par rapport à l'année 2021, mais compte tenu du contexte économique, inflationniste, cette hausse de 1,7 points est plutôt un très très bon score. Donc bravo au service. Les charges à caractère général ont augmenté de 2,48%, donc ce sont les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité. Là aussi, la rigueur avec laquelle on a suivi le fonctionnement des services explique cette toute petite hausse modérée comparativement à d'autres collectivités. Les charges de personnel, c'est une première à Ison depuis je ne sais pas combien d'années, ont baissé pour la première fois. Les charges de personnel ont baissé de 0,16%. On a réalisé des économies, notamment suite à une réorganisation des services, mais je vous dis tout de suite, ça c'est pas comme les impôts, ça ne va pas durer. Très rapidement, nous allons retrouver une hausse de ces charges de personnel, mais c'est à souligner quand même qu'on est une des rares collectivités à avoir baissé nos charges de personnel en 2022, malgré une revalorisation du SMIC, malgré une revalorisation justifiée et nécessaire, très juste du point d'indice. On est parvenu à économiser principalement suite au départ de quelques agents qui n'ont pas été immédiatement compensés pour diverses raisons. Mais enfin, en attendant, on a quand même réalisé des économies. Les remplacements longs nous coûtent cher. Ça, c'est le petit point noir en matière DRH. C'est-à-dire qu'en 2022, on a dépensé 121 000 € juste suite à des remplacements nécessaires en raison d'arrêts longue maladie. Ça nous coûte cher, les remplacements. J'espère qu'on va progresser en 2023. Et les remboursements des intérêts des emprunts sont élevés en 2022 à 65 552 €. En prenant en compte les intérêts trimestriels à payer pour la première partie de l'emprunt qu'on a réalisé l'année dernière. On a débloqué cette année 1,4 million et on débloquera l'année prochaine, enfin très prochainement, dans les prochaines semaines, 2,6 millions sur les 4 millions au total qu'on a emprunté au bon moment, soit dit en passant. Dans un contexte global plutôt défavorable, et je félicite une dernière fois Karine, parce que sinon après elle va avoir les chevilles qui enflent. Dans ce contexte globalement défavorable, on parvient à dégager un excédent de fonctionnement à hauteur de 495 000 €, c'est-à-dire un atterrissage budgétaire, disons-le, très 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 bon.
avec une capacité d'autofinancement brut de 710 000 euros. Pour rappel, en 2021, elle était de 474 000 euros et en 2020, elle était de 673 000 euros. Donc ça veut dire qu'on fait mieux que jamais, si je puis dire. Et une capacité d'autofinancement net de 410 000 euros contre 180 000 euros l'année dernière et 307 000 euros en 2020. Donc atterrissage budgétaire plutôt très bon. Plutôt très bon, je le dis tout de suite, compte tenu du contexte, ce ne sera pas la même chose l'année prochaine, je l'annonce d'entrée, sauf si notre directrice générale des services parvient à être à la hauteur du challenge. Mais là, franchement, on met la barre très très haut compte tenu du contexte, et on y reviendra tout à l'heure, mais inévitablement, on aura des dépenses de fonctionnement supérieures, notamment du côté RH, principalement dues à la médiathèque, principalement, mais pas que. Parce que la médiathèque, évidemment, il faudra la faire fonctionner. Ce sera un outil formidable, mais c'est un outil formidable qui aura un coût pour la collectivité. Du côté des investissements, maintenant, le montant des recettes d'investissement en 2022 s'est élevé à hauteur de 3 127 000 euros. Le montant des dépenses d'investissement réalisées à hauteur de 3 461 000 euros. On parvient à un taux de réalisation des dépenses d'investissement de 73%. C'est plutôt très bon. C'était meilleur encore l'année dernière, je le dis de mémoire, hors médiathèque. On était à 78%. Donc là, il y a un petit progrès à faire, si je puis me permettre. Et je précise qu'en matière d'investissement, évidemment, on est confronté à une hausse des prix des matériaux. Ça, tous les Français le subissent, et nous en premier lieu, à des délais de livraison qui sont sans cesse retardés. Donc tout ça, ça fait partie du contexte. Enfin, grosso modo, malgré ce contexte, en 2022, une gestion financière plutôt saine, solide, prudente. Et je ne vais pas m'en féliciter, mais en tout cas, je félicite au moins les services. C'est la dernière fois que je le fais. Avez-vous peut-être des questions, Monsieur Malville, tout de suite sur le côté retour sur l'année 2022 ? Évidemment, on aura l'occasion d'en discuter lorsqu'on discutera du compte administratif 2022, à l'occasion de la discussion budgétaire du conseil municipal budgétaire qu'on aura d'ici 4 semaines. Mais peut-être avez-vous dès maintenant quelques questions, quelques remarques à formuler, Monsieur Malville. Je vous en prie. En fait, je préférerais commenter maintenant, à la limite, le 2022, commenter un compte administratif, parce qu'il reflète le fonctionnement, quelque chose qui a été validé. Non, alors, je vais remercier Karine d'abord pour le travail qu'elle a fait sur le rapport qu'elle nous a donné, à mon tour. Je le ferai qu'une fois, je vous rassure. Non, sur les dépenses ont été maîtrisées. Les dépenses de personnel, effectivement, il y a 3 agents en moins, donc forcément, hein, c'est, je ne vais pas dire heureusement, mais ce qui a permis en fait d'être moins que d'habitude. C'est évident qu'il faut faire attention, parce que l'année prochaine, ces 3 agents en moins, ils arrivent. Enfin, l'année prochaine, dans quelques semaines plutôt. Plutôt intéressant de sortir 410 000 euros, parce que ça veut dire la commune peut investir, et c'est ça qui est intéressant. Si on maîtrise les dépenses et qu'on arrive à faire rentrer des recettes, automatiquement, c'est comme dans une entreprise, on sort un excédent qui permet d'investir. Voilà. C'est de bon augure, et c'est de bon augure pour tous les isonnés. Très bien. Monsieur Malville, d'autres remarques ? C'est OK pour tout le monde ? Je poursuis sur maintenant une projection sur 2023. Je vais d'abord aborder la question du fonctionnement et ensuite on abordera le sujet des investissements. Du côté de la section de fonctionnement, bon, il faut être très prudent, parce que le contexte est troublé, le contexte est incertain. Il faut se préparer à s'adapter à l'évolution de ce contexte. Alors, on est un petit peu habitué, j'ai envie de dire, puisque depuis qu'on est élu, le contexte est troublé. Donc, on finit par avoir cette capacité d'adaptation. Mais il faut continuer à être prudent parce que le contexte est lourd d'incertitudes. Je fais confiance, une fois encore, à tout un chacun, et notamment à Karine, c'est la dernière fois, pour savoir s'adapter à la fois au contexte, aux humeurs, et aux souhaits des uns et des autres. En recette de fonctionnement, donc d'abord, première précision, je l'ai déjà dit mais j'insiste, au niveau de la fiscalité, en tout cas, conformément aux engagements pris, il n'est pas prévu d'avoir recours au levier fiscal, donc il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale. Les taux seront maintenus en l'état. Grosso modo, la taxe sur le foncier bâti sera à 22,12, on ne bouge pas, et la taxe sur le foncier non bâti à 48,52. Là encore,
on ne bouge pas. Il y aura de nouveau en 2023 une actualisation forfaitaire des bases à hauteur de 7%, 7,1 a priori. On n'y est pour rien, c'est la loi. Attendant, ça va nous rapporter une recette supplémentaire, a priori à hauteur de 134 000 euros, c'est ce qu'on peut escompter, c'est bien. Mais je précise aux isonnais qui vont recevoir leur feuille d'imposition que le conseil municipal n'y est pour rien. C'est un mécanisme légal qui explique que les bases augmentent et les bases continuent d'augmenter parce que l'inflation est présente. Et donc, c'est la loi qui le prévoit. Ce n'est pas une volonté du conseil municipal. Du côté des dotations et concours de l'État, toujours en recette de fonctionnement, on devrait percevoir une DGF, je n'ai pas les bons chiffres, je crois, à hauteur de 741 759 euros, une dotation de solidarité rurale DSR à hauteur de 308 829 euros et une DNP, dotation nationale de péréquation, à hauteur de 228 980 euros. Évidemment, on est à peu près en hausse partout, oui, on est en hausse partout. Sur la DGF, on sera à plus 26 000, sur la DSR à plus 29 000 et sur la DNP à plus 22 000. Grosso modo, c'est plutôt une bonne nouvelle. S'agissant des autres recettes, il s'agira principalement de la facturation des services proposés aux isonnés, avec notamment la restauration scolaire et le service périscolaire. Là, je précise qu'on partirait en 2023, le conditionnel est important, sur des montants 2023 équivalents aux montants encaissés en 2022, ce qui signifie, autrement dit, qu'on fera tout, je le répète, pour ne pas augmenter la tarification des services de restauration scolaire et des services périscolaires. On part sur la même enveloppe. Je le dis en toute transparence, je l'ai dit en commission il y a une semaine. Néanmoins, le contexte inflationniste fait que les matières premières augmentent, que les produits dont on se sert, les matières premières dont on se sert à la restauration scolaire augmentent, que notre prestataire lui-même a déjà augmenté de 7 points, je crois, l'année dernière, en septembre 2022, il avait augmenté de 7 points le marché, si je puis dire, enfin, le prix de ses prestations, et qu'on s'attend, on est en égo avec lui, on s'attend évidemment à ce que de nouveau ça augmente en 2023. On en est un peu prisonnier, mais malgré cette hausse, on fera tout pour ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire. Ce sera compliqué, mais on s'engage à tout faire pour ne pas augmenter ces tarifs, et la réponse devrait être apportée, en tout cas à l'occasion de l'adoption du budget 2023 d'ici un mois. Je tiendrai évidemment à informer les élus de l'opposition en premier lieu du fruit de ces négociations. Et on verra s'ils nous annoncent plus 12% pour 2023. Ça pourrait être compliqué, il faudrait voir comment on pourrait l'absorber, sur quel poste on pourrait l'absorber. C'est pas gagné, mais on fera tout en tout cas pour absorber cette inflation sans que ça impute sur le pouvoir d'achat des isonnés. Je vous en prie, M. Malville. Alors, moi, quand cette typologie de fournisseurs nous annonce 12% d'augmentation, quand les 12% sont répertoriés aux agriculteurs, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, depuis quelque temps, on voit les augmentations, notamment de cette typologie de société, et malheureusement, ce n'est pas les agriculteurs qui en profitent les premiers. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être le transport, je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai toujours un peu de mal avec eux, j'ai toujours eu du mal avec eux, et je pense que j'aurai encore du mal avec eux. Voilà. Je comprends, Monsieur Malville, je partage votre remarque, mais on fera ce qu'on pourra. Enfin, en tout cas, il est certain que le coût du transport a augmenté. Voilà, ça, on ne peut pas le remettre en question. Et à partir du moment où le coût de l'énergie augmente, c'est toute la chaîne, tout le cycle, en quelque sorte, qui augmente. Mais bon, on aura l'occasion d'en rediscuter. Du côté des dépenses de fonctionnement, d'abord le chapitre 11, les charges à caractère général, et ensuite le fameux chapitre 12, des dépenses de personnel. Charges à caractère général, d'abord, inévitablement, on fait face à une hausse du coût de l'énergie, et donc du côté des dépenses liées au fluide, on va prendre une bonne piqûre. On nous avait annoncé, rappelez-vous, il y a quelques mois, à minima, une augmentation de 320 000 euros de nos dépenses d'électricité et de gaz, et considérable pour la collectivité. Bon, depuis, le marché a évolué à la baisse, le cours a évolué à la baisse, et donc là, on partirait sur une hausse seulement, entre guillemets, de 120 000 euros, ce qui est déjà considérable. Bon, enfin, ça aurait pu être bien pire. Je dis 120 000 euros, mais je suis prudent. Évidemment, compte tenu du contexte, il faudra qu'on soit prudent. Ça part vite à la baisse comme ça part très vite à la hausse. Pour l'instant, en tout cas, le SDEG nous annonce en projection une hausse de 120 000 euros.
parmi les charges à caractère général, il faut également tenir compte des achats de fournitures, ça augmente, des réparations des bâtiments municipaux, ça augmente, des frais d'assurance. Les assureurs sont un peu comme les prestataires en matière de restauration collective. Tout augmente et là on se pose parfois la question, qu'est-ce qui justifie ces hausses? Mais enfin en tout cas les assureurs sont gourmands. Les carburants, inévitablement, la hausse du coût des carburants va impacter nos services. Bon, on fait attention, on va faire attention, on attire l'attention de chacun sur l'attention des services, notamment sur le besoin d'être sobre autant que possible en matière de dépenses de carburant, en matière d'entretien des véhicules, d'entretien des bâtiments, que sais-je. Ils font tout ce qu'ils peuvent, évidemment. Mais voilà, il va falloir qu'on tienne compte de ce contexte inflationniste et de l'impact qu'il aura sur nos finances. Des mesures d'économie sont toujours attendues. On va toujours inciter à avoir des bonnes pratiques, notamment auprès des associations, s'agissant des locaux qui sont mis à disposition des associations. Et puis, on aura également une attention toute particulière en 2023 pour le monde associatif, tout en leur demandant de faire des efforts. On va reconduire l'enveloppe qui était à minima, on va reconduire l'enveloppe de subventions qui était prévue l'année dernière. Je rappelle que depuis que nous sommes élus, depuis que nous sommes en place, on a eu le cesse d'augmenter les subventions aux associations. Dans ce contexte, on aurait pu songer à baisser la voilure en quelque sorte. C'est le choix que font beaucoup de collectivités. Ils ont choisi de maintenir la même enveloppe globale et peut-être même, malgré le contexte, peut-être même que l'enveloppe globale sera légèrement revue à la hausse, compte tenu de certaines demandes spécifiques, de certaines associations, demandes justifiées ou pas, mais si elles sont justifiées, en tout cas, on y fera droit. Les arbitrages auront lieu dans les semaines qui viennent. Je m'adresse en particulier à Gilles Boueil. Et on s'est engagé une fois encore devant la commission, en commission, devant les élus de l'opposition, à ce que ces arbitrages soient faits en toute transparence, à partir de critères objectifs. Et j'espère en tout cas un consensus sur les subventions qui seront allouées aux associations. En matière de dépenses de fonctionnement, on a, vous le savez, contracté un emprunt de 4 millions et donc on a un endettement par habitant qui va augmenter. On aura inévitablement des intérêts d'emprunt à payer qui sont à la hausse. J'en reparlerai plus tard. Enfin, le chapitre 12 sur les dépenses de personnel. Alors évidemment, c'est le poste le plus budgétivore, mais c'est bien normal dans une collectivité comme la nôtre, puisque ce poste de dépenses représente 53,9% du total des dépenses de fonctionnement. C'est évidemment considérable. Le challenge, c'est à la fois d'assurer une bonne qualité de service public, nous y sommes très attentifs, et en même temps de faire attention aux finances de la commune, tout en veillant à la qualité de vie, à la qualité du cadre de travail de nos agents, à qui je rends évidemment hommage. S'agissant de ce cadre de travail, si je puis dire, de cette qualité de vie au travail, je souligne, et je remercie Brigitte Nabet, qu'on a mis en place le télétravail et qui peut favoriser ce bien-être au travail, et qu'on a également mis en place un pôle de prévention en matière de santé et de sécurité au travail, qui lui aussi, je l'espère, portera ses fruits, sans perdre de vue évidemment notre boussole. Et notre boussole, c'est de rendre service à la population et de rendre des services publics de qualité à la population. On comptait au 31/12/2023 93 agents au sein de la collectivité, 53 titulaires et 40 contractuels. Et évidemment, je le disais tout à l'heure, en 2023, les charges de personnel vont inévitablement augmenter. D'abord en raison de l'AIGA, la médiathèque, l'ouverture de la médiathèque, qui a commandé le recrutement de 2 agents supplémentaires qui sont déjà en place. Je rappelle que nous sommes aidés, subventionnés par le conseil départemental de la Gironde à hauteur de 40%, je crois, pour la première année d'ouverture de l'AIGA, et qu'ensuite cette subvention, cette aide va être décroissante. Donc progressivement, ce poste va augmenter, mais merci quand même au département de nous permettre de mener cette politique culturelle ambitieuse au démarrage, en tout cas. On a également recruté un adjoint responsable du service police municipale en janvier 2023. Je salue l'arrivée de David, qui vous sera présenté. Enfin, n'hésitez pas à passer le voir, évidemment, notre nouvel agent. On en avait besoin, indiscutablement, on avait besoin d'un adjoint au responsable de service municipal pour tout un tas de raisons. On a trouvé, enfin, après des mois de recherche, on a trouvé un remplaçant
s'agissant de la personne qui était chargée des affaires juridiques. Et donc, on a recruté une responsable affaires juridiques, commande publique et aménagement du territoire qui est présente dans nos locaux depuis février 2023. Ça fait un mois qu'elle est là, Aurélie, et je salue d'entrée la qualité du travail conduit par Aurélie. Et puis, on a recruté une assistante administrative à l'accueil, qui là encore été nécessaire et qui servira en même temps au CCS. Donc, grosso modo, elle va répartir son temps de travail à moite-moite à l'accueil et au CCS qui en avait grandement besoin. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est un premier pas, pas définitif, pas total, un premier demi-pas, si je puis dire, consistant à doter le CCS d'un agent qui sera consacré donc, à l'action sociale de la commune. Et puis on doit faire face, évidemment, au titre du 12, on doit faire face à l'augmentation du SMIC, à l'augmentation du point d'indice qui va se poursuivre compte tenu de l'inflation. Là aussi, c'est inévitable. On a également le glissement vieillesse-technicité avec lequel il faut composer. Une revalorisation du régime indemnitaire de certains agents, particulièrement méritants, et qu'on doit valoriser. C'est justice de les revaloriser. On ne pourra pas revaloriser tout le monde, mais certains sont revalorisés. L'opération recensement qui coûte, je le dis, cher à la commune. Le recensement, c'est 29 000 €, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un temps plein quasiment. Juste la petite opération de recensement, là, ça coûte 29 000 € à la commune. On est aidé par l'État à hauteur de 12 000 €, c'est pas mal. 11-12 000 €, c'est pas mal. Mais enfin, il y a quand même un reste à charge qui est considérable. On n'a pas le choix, on n'avait pas le choix, il a fallu procéder à ce recensement. Je salue le travail des recenseurs, si je puis me permettre. Et puis, on a 2 agents qui vont passer en longue maladie. Bon, là aussi, ça nous coûte très cher. Je ne vais pas revenir sur le sujet parce que je risque de... Enfin, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais enfin, en tout cas, ça coûte cher à la collectivité, les arrêts longue maladie. S'agissant des autres dépenses de fonctionnement, 2 remarques classiques. D'abord, le fameux prélèvement SRU au titre de l'article 55 de la loi SRU, en raison de notre carence en logements sociaux. On continue à traîner ce prélèvement comme un boulet. En 2023, on nous a annoncé 151 000 € de pénalité, de prélèvement. Donc là, franchement, ça grève notre section de fonctionnement. Mais enfin, c'est comme ça. Je le précise quand même qu'on a eu une réunion avant-hier, à la sous-préfecture avec monsieur le sous-préfet et puis les partenaires qui suivent les services de l'État et puis les partenaires qui suivent ce dossier de près pour faire un petit point de situation sur la commune d'Izon et pour envisager ce que pourrait être l'année 2024. Pour l'instant, en tout cas, nos partenaires saluent l'effort, la politique qui est conduite depuis 3 ans maintenant, constatent qu'un pas de géant a été fait et on a bon espoir qu'on ne soit plus taxé à cette hauteur dès 2024, dès l'année prochaine. En tout cas, on ne devrait pas subir la même majoration. Aujourd'hui, on subit une majoration de 200%, c'est considérable. On a bon espoir, en tout cas, de récupérer entre 50 000 et 100 000 € de charges de fonctionnement sur le budget 2024, ce qui pourrait nous permettre, là encore, de réaliser des investissements ou éventuellement, pourquoi pas, de procéder à des recrutements nécessaires. Enfin, à titre personnel, je privilégierais plutôt des investissements puisque la commune a besoin d'investissements. On aura en tout cas l'occasion d'en discuter. Je voulais vous dire que voilà, le retour de cette réunion est plutôt positif. On aura le soutien du sous-préfet, c'est certain. Il va demander à ce qu'on ne soit plus prélevé à cette hauteur dès 2024. La question, c'est de savoir si la commission départementale va nous entendre et surtout si la commission nationale va nous entendre. Voilà, la prochaine étape, c'est juin 2023. J'ai mon grand oral devant monsieur le préfet. Juin 2023. Suite à ce grand oral, on a une première réponse de la commission départementale pour savoir à quelle sauce on va être mangé en 2024. Et, et cet avis de la commission départementale est ensuite transmis à une commission nationale. Et il revient à la commission nationale de trancher avec l'arbitrage du ministère. Et donc j'espère bien qu'en 2024, on aura un arbitrage favorable à la commune. Ça, c'était une première remarque sur les autres dépenses de fonctionnement. Et puis ensuite, deuxième précision au sujet de nos dépenses de fonctionnement, s'agissant de l'attribution de compensation. La nôtre est négative, vous le savez, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ACALI qui doit nous reverser une attribution de compensation, c'est nous qui devons reverser des sous à l'ACALI, pour faire très court. Et en 2023, cette attribution de compensation négative s'élèvera à 249 000 €. Elle a dû très très peu bouger par rapport à 2022 ou pas bouger du tout, j'ai un doute.
Elle a bougé un tout petit chouille de 3 000 €, je crois, ou 6 000 € peut-être. Enfin bon, je ne sais même plus pourquoi elle a bougé d'ailleurs. On l'a passé en délib, hein. On l'a passé en délib en 2022. Je ne sais plus c'était à quel sujet, mais enfin voilà. Je précise que l'attribution de compensation, évidemment, reste négative. Avez-vous peut-être des questions au sujet de la section de fonctionnement, Monsieur Malville? Projection, en tout cas, projection, orientation, s'agissant de la section de fonctionnement en 2023, avant arbitrage qui aura lieu dans les 4 semaines qui viennent. Monsieur Malville? D'abord, ce qui est à souligner, c'est une augmentation de la DGF, parce que moi, je n'ai jamais connu. Ça fait quelques temps que je suis là, et j'ai jamais... d'abord, je n'ai jamais connu l'inflation qu'il y a aujourd'hui non plus. Donc, et tout est lié. J'ai jamais non plus connu une augmentation des bases de ce montant-là. Mais c'est pareil, c'est lié, puisque l'augmentation des bases est liée par rapport aux données de l'INSEE et par rapport à l'inflation. Ce qui peut être intéressant quand les bases comme ça augmentent, c'est qu'après, elles restent stables. C'est-à-dire que ça ne diminue pas quand il y a moins d'inflation, par contre. Donc, on peut dire qu'on a au moins des recettes supplémentaires pour quelques années qui arrivent, en espérant que l'inflation pourrait être maîtrisée dans les années qui arrivent. Donc ça, c'est le premier point. En termes de recettes, si on arrive à engranger tout ce qu'on peut, tant mieux, puisque ça fera moins de frustration pour les gens qui préparent le budget, et ça évite de dire des non. On peut augmenter les oui, en fait. Sur la partie fonctionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, effectivement, l'année dernière, en 2022, le budget du personnel avait diminué. Là, il va augmenter, mais je veux dire, c'est normal. Les nouveaux services arrivent. Nous, en tant qu'opposition, on ne va pas se battre contre 2 embauches pour la médiathèque, une embauche pour à mi-temps, enfin une embauche pour l'accueil, mais qui sera à mi-temps pour le CSAS. Je veux dire, là-dessus, on ne va pas crier au loup. Hein. C'est urgent de le faire, quoi. On l'avait demandé, on avait eu ce débat déjà il y a peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus, il y a 2 ans. Pareil pour la police municipale, on se rend compte que c'est un besoin aujourd'hui. Hein. On peut se dire, la sécurité, oui, aujourd'hui la sécurité, on se rend bien compte tous les jours qu'on en a besoin. Et souvent de fois, même à des heures, on ne croirait pas. Donc non, sur la partie du fonctionnement, dès l'instant qu'on peut augmenter le nombre de services aux Lisonnais, oui, on est plutôt en accord, en fait. Ouais. Ensuite, je sais qu'il y aura la fonction investissement qu'on va débattre après. Et après, ce sera le travail, je pense, des commissions, les différentes commissions qui reprendront ce travail-là. Mais je vous laisse parler de la fonction investissement. Très bien. S'agissant donc de la section d'investissement, projection, orientation pour 2023, d'abord quelques mots sur les recettes d'investissement et puis ensuite quelques mots sur les dépenses d'investissement, en tout cas les grands projets que l'on va porter. S'agissant d'abord, précision, préalable, chapeau, inévitable, on a emprunté 4 millions en 2022 pour financer des projets structurants considérant d'ailleurs qu'en 2022, c'était la bonne fenêtre pour le faire. On a emprunté à 1,51, pardon, pas 1,41, on a emprunté à 1,51. On a bien fait d'emprunter à 1,51 puisqu'aujourd'hui, mes collègues qui souhaitent emprunter 4-5 millions, on leur propose des taux à 2,5 minimum. Donc c'est plutôt emprunté au bon moment. Évidemment, ce choix était judicieux. Inévitablement, ça veut dire que l'encours de la dette augmente. Hein. On était grosso modo un encours de la dette par habitant l'année dernière à 330 € par habitant et on passe aujourd'hui à 900 € par habitant. Donc c'est-à-dire qu'on fait un bond inévitable, hein, puisqu'on a eu recours à l'emprunt. Inévitablement, l'encours de la dette par habitant augmente. Le ratio de désendettement passe de un peu moins de 5 ans à 12 ans, un peu plus de 12 ans, donc c'est considérable. Mais je le précise tout de suite, c'était prévu. Et l'objectif, c'est de parvenir d'ici la fin du mandat à redescendre autour d'un ratio de 10 ans. Voilà, c'est la limite haute, on va le dire comme ça. Et puis progressivement, on espère retrouver une capacité d'investissement d'ici la fin de mandat ou à l'amorce du prochain mandat pour ceux qui seront là à l'amorce du prochain mandat, sachant que, je le répète, on a besoin d'investissements structurants. L'adoption du budget 2023 sera l'occasion de discuter de la pertinence des choix structurants qu'on aura fait ou qu'on va faire, et on peut évidemment commencer à en discuter ce soir. Toujours du côté des recettes d'investissement, les restes à réaliser 2022 s'élèvent à hauteur de 346 000 €, le fonds de compensation de la TVA à 236 000 €, la taxe d'aménagement à 350 000 €, et sur ces deux postes-là, fonds de compensation de la TVA et taxe d'aménagement, on est prudent, il me semble, ou certains des chiffres, enfin en tout cas prudent, on va dire prudent. On peut espérer une
du côté de la taxe d'aménagement, notamment, un petit plus. Il y a peut-être des petites surprises qui peuvent arriver, mais on part sur 350 000 euros de taxe d'aménagement. L'excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 295 000 euros. Et enfin, les subventions, fonds de concours divers, qui sont attendus, évidemment attendus, à hauteur de 635 000 euros. C'est une attente optimiste. Mais Karine Onguève me souffle non réel. Elle s'engage. Elle s'engage donc. Dans un contexte budgétaire contraint, nous poursuivons notre recherche active de cofinancement. Donc on répond à différents appels à projets, on met à l'épreuve une fois encore les services, et notamment Aurélie et Karine, pour aller chercher des nouveaux projets, des nouvelles subventions. Notamment, je pense, au fonds vert. On a fait notre demande d'ETR, rappelez-vous. Alors, fonds vert et d'ETR plutôt ambitieux. On attend le retour de ces demandes de subventions. FIPDR au Belote, on l'a passé au dernier conseil municipal en matière de sécurité pour nous aider à poursuivre le déploiement de la vidéoprotection, notamment sur la commune. Et puis, on a ce fameux emprunt. Et donc, on va débloquer dans les semaines qui viennent les 2,6 millions restants qui vont nous permettre donc d'engager d'être ambitieux sur les investissements que l'on souhaite réaliser. S'agissant des projets d'investissement, programmation 2023 à grands traits, et donc j'imagine que ça donnera lieu à débat. Je le dis tout de suite, les arbitrages ne sont pas faits, ne sont pas réalisés. Monsieur Malville l'a dit tout à l'heure, ça serait bien que chaque commission se réunisse assez vite, enfin dans les 3 semaines, on va dire, pour discuter de ces arbitrages. Là, il y a une exigence. Il faut absolument qu'on associe tout le monde à ces projets d'investissement. Les grands traits des orientations en matière d'investissement. Bon, vie culturelle et on va poursuivre l'AIGA, les investissements à l'AIGA. On va finaliser les travaux d'ouverture de la médiathèque. Ouverture prévue le 15 avril. Donc, je vous invite, j'invite les Isonnais à venir visiter l'AIGA le 15 avril, voire le 14 au soir, si tout se passe bien. On fera peut-être une petite ouverture à l'occasion du premier marché gourmand, le vendredi 14 avril. Ça peut être sympa que les gens qui viennent au marché gourmand puissent en même temps découvrir ce formidable outil qu'est l'AIGA. On va travailler sur la signalétique de l'AIGA et les abords extérieurs. Donc ça, c'est le futur gros chantier de l'AIGA, c'est l'esplanade qui est devant l'AIGA, des travaux de verdé, des travaux de réseau et des travaux d'aménagement paysager. On poursuivra des études en 2023 concernant l'aménagement d'un parc à Capirani, concernant la co-construction du plan de paysage sous la baguette magique de Caroline Guise. Je précise que dès ce samedi 11 mars, rendez-vous à 9h pour tous les Isonnais qui sont intéressés par les paysages, par la dimension paysagère à Ison. Nous vous convions à 9h à la mairie, sur le parking de la mairie, pour une déambulation avec le bureau d'études qui nous accompagne, pour s'imprégner un petit peu du paysage environnemental isonnais et pour surtout comprendre notre démarche. Pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans ce plan paysage? Là aussi, je sais qu'il y a consensus sur ce plan paysage. Et donc, je rappelle qu'on a été lauréat de ce plan paysage au niveau national et qu'on compte bien profiter de ces aides de l'État, une fois encore, pour mener un plan paysage ambitieux. On va poursuivre la révision et la modification du PLU. Donc ça, évidemment, ce sont des études qui coûtent. C'est porté formellement par la CALI, mais c'est payé, on peut le dire malheureusement, par la commune. Mais il y a un enjeu majeur, on en reparlera évidemment après. On poursuivra nos aménagements au niveau du groupe scolaire, sous la baguette, cette fois-ci, non pas magique, mais délicieuse de Delphine, Flora. Je dis délicieuse, c'est une spéciale dédicace. On continuera donc les aménagements du groupe scolaire. Certains en parlent mieux que moi. Le groupe scolaire qui est... il faut évidemment procéder aux travaux nécessaires au groupe scolaire, travaux d'aménagement, d'isolation et d'économie d'énergie sur les bâtiments, et aussi restructuration tant attendue du restaurant scolaire avec une mise aux normes de ce bâtiment, enfin, et une optimisation des espaces pour assurer un meilleur service et également des meilleures conditions de travail pour nos agents.
On en a discuté en commission, je pense que là aussi sur ce sujet il y a plutôt consensus. Des travaux de voirie, alors là c'est évidemment un poste, ça va être le poste budgétivore par excellence de l'année 2023, et je m'adresse à Serge Flao en particulier, puisque nous allons réaménager l'avenue Delade de Tassigny, qui pose tant de problèmes aux riverains de Delade de Tassigny. On prévoit à peu de choses près une enveloppe d'1 million. C'est pas rien, sachant que sur ce coup-là, les subventions se font rares. Donc ça veut dire que ça va être un effort considérable, mais c'est un effort qu'on doit faire et on s'est engagé à le faire. On va, dans le même temps, procéder à des travaux de réfection de certaines voiries. On va poursuivre nos travaux de curage et d'hydrocurage des fossés et des buses. On poursuivra l'extension du périmètre de vidéoprotection. Et puis on va poursuivre également nos aménagements de sécurisation de la circulation, notamment des mobilités douces. On a commencé sur la partie que je ne me trompe pas, ouest de la commune. On poursuivra sur la partie plus centrale et ensuite on ira progressivement sur la partie est. Là aussi, on est en train de se pencher sur les devis pour évaluer un petit peu quelle enveloppe budgétaire on devra réserver à toutes ces opérations nécessaires pour sécuriser les piétons et les cyclistes. On poursuivra notre effort de revitalisation du centre-bourg et d'amélioration du cadre de vie, avec des travaux de végétalisation. On poursuivra nos travaux sur les jardins partagés. On espère bien l'ouverture d'un nouveau jardin partagé ou communautaire. Il y a une querelle sémantique du côté de Cassigny, le fameux espace entre Cassigny et le lotissement Les Places du Pin. Bon, je sais qu'il n'y a pas forcément consensus. Dans ce conseil, il y a consensus, mais je sais qu'une partie de la population est assez réfractaire à ce projet, mais on le portera, en tout cas, en association avec les associations qui se sont investies sur ce sujet. On poursuivra nos aménagements paysagers, on poursuivra la reconversion de l'espace Borgès, qui d'ailleurs connaîtra un événement plutôt sympa, plutôt très ludique, le 1er avril prochain, sauf erreur de ma part. 1er avril, c'est ça, il y aura un événement très sympa à Borgès, où toutes les associations de Borgès devraient être présentes. Donc j'invite les Isonnais pour ceux qui ne connaissent pas Borgès, à venir découvrir l'espace Borgès. On poursuivra nos investissements en matière de transition écologique et d'entretien des réseaux. La communication sous la houlette d'Audrey Combier sera très très gourmande cette année, puisque en matière de com, nous allons acheter de nouveaux panneaux lumineux. On va travailler sur la valorisation des sites historiques et typiques de la ville. Et d'ailleurs, je salue à la fois le travail mené par Audrey et l'envie des participants à la commission extra-municipale valorisation du patrimoine. On a vraiment là un petit panel d'Isonnais très, très, très motivé par ce travail de valorisation du patrimoine historique, culturel et environnemental, disons. Et puis, on va travailler d'une manière générale sur la signalétique de la ville, en particulier à l'attention des commerçants et des entrepreneurs dont les structures sont ouvertes au public. Inévitablement, enfin, du côté des services techniques, nous aurons quelques achats à faire, probablement des véhicules, du matériel, inévitablement, et on va notamment bosser sur l'hygiène et la sécurité des agents. Voilà grosso modo vraiment les grands axes d'investissement. Monsieur Malville, je vous sens impatient de réagir. Monsieur Malville ou d'autres. Et je vous laisse la parole. J'ai oublié, merci Karine, parce que j'y pense tellement que je finis par ne plus l'annoncer, mais c'est en voyant Karine et Gilou qu'en matière de vie associative, hein, j'ai oublié évidemment en matière de vie associative, pardon Gilou, nous ferons tout, et j'espère bien, je pense qu'on y arrivera, nous ferons tout pour construire une halle sportive à proximité du gymnase. Et halle sportive, on a déjà parlé à plusieurs reprises. Je répète qu'on a parlé au dernier conseil municipal, qu'on a fait une demande de subvention optimiste auprès de l'Agence nationale du sport. Donc, tout va dépendre évidemment de l'octroi ou non de cette subvention, mais bon, je m'engage à ce qu'on y aille. Ce sera pas simple, mais en tout cas, il y a une grosse attente. Il y a une grosse attente du côté des Isonnais, et dans le même temps, nous poursuivrons nos acquisitions foncières, notamment pour réaliser, toujours en matière sportive, associative, pour réaliser nos fameuses boucles. Et donc là, on va soit faire l'acquisition de terrain, soit conventionner avec les propriétaires pour que l'on construise ces chemins de randonnée
ou ces chemins de balade tout simplement familial ou sportif. Voilà, je crois que j'ai à peu près rien oublié, y compris du côté de la vie associative. J'ai pas parlé de nos projets autour du développement du photovoltaïque, parce qu'on a déjà parlé au dernier conseil municipal, et là on est vraiment tributaire de ce que les porteurs de projets potentiels feront, mais je ne perds pas de vue évidemment notre volonté de développer le photovoltaïque à Ison, et idéalement de réaliser 2 opérations dans une, si je puis dire, spécialement à la Node et à Portès, Boulodrome et stade de foot. Mais ça, on en parlera en temps voulu. Voilà. Avez-vous des questions? J'imagine que oui. Monsieur Malville, je vous sens impatient. Monsieur Boisseau, je vous en prie, monsieur Malville. Alors, impatient, peut-être pas, mais il n'y a pas de problème. Bon, si je reprends sur la dette, alors certains crieront au loup en disant ça y est, la commune a endetté, on ne pourra plus rien faire. Dans notre projet, nous avions l'intention d'endetter la commune à cette hauteur-là. Donc, de toute façon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et une commune qui ne s'endette pas, c'est une commune de toute façon, qui n'avance pas. Donc, si on veut avancer, si on veut avancer qu'avec l'autofinancement, ben, on ne ferait pas de hall sportif, on ne ferait pas de cantine, on ne rénoverait pas des routes, et donc il faut emprunter. Voilà. Le dernier recensement, je ne pense pas que la commune va baisser en nombre d'habitants. Je ne crois pas. Ce qui fait que, je rassure les gens, la dette par habitant baissera automatiquement quand on aura les résultats du recensement. Donc voilà, c'était le premier point. C'est vrai que ça a été l'année dernière, c'était une discussion qu'on a eue avec André sur il faut emprunter 4 millions et oui, il faut le faire. Hein, il fallait le faire. Hein. En plus, on a emprunté un taux qui était super intéressant. Et donc là, on gagne de l'argent, mine de rien. Sur les recettes d'investissement, il y a effectivement tous les investissements qui auront été faits sur les 3 dernières années, on va avoir la TVA qui va être reversée à la commune. Donc là aussi, ce sont des recettes supplémentaires. Et donc une commune qui investit, automatiquement, elle aura des recettes de TVA aussi. Pas le même fonctionnement qu'une entreprise. Ma crainte, elle est toujours sur le fond vert, hein, parce qu'on en rêve tous de la halle sportive et du skatepark depuis des années, je pense, maintenant. Peut-être pas un demi-siècle, mais presque. Ouais, voilà. J'espère qu'on aura le fond vert. Peut-être qu'on aura peu de marge si on n'a pas les 80% de subventions. Peut-être que financièrement, Karine, peut-être qu'il faudra emprunter un petit peu plus pour arriver à un investissement dont les jeunes isonnés ont besoin. Et notamment quand on lit la dernière étude sur le cœur d'un enfant qui est en CM2 égale à un adulte qui a 65 ans. Donc je pense que c'est urgent de leur faire du sport. Sur la vie associative, on a beaucoup parlé de l'éclairage, que ce soit au stade de la Node ou au rugby. Là encore, c'est de la vie associative. Il y a du monde qui utilise les terrains, il y a des familles qui utilisent. Il faut, quoi. Voilà. Sur la partie aménagement du groupe scolaire, j'ai l'impression qu'on n'en finira jamais de faire des travaux au groupe scolaire. Ça fait maintenant des années qu'on fait des... Alors c'est vrai qu'on a un très gros groupe scolaire, mais tous les ans on fait des... Voilà, on remet. On a combien 700 élèves au total, un peu plus de 700 élèves. Hein. Ouais, oui, il y a besoin, quoi. Les travaux de voirie, vous l'avez dit, hein, l'avenue de la de Tassigny, c'est une grosse demande. On les avait tous rencontrés, je pense, pendant la campagne électorale. On avait tous vu l'urgence qu'il y avait à sécuriser les lieux. D'autant qu'on a en plus des collégiens qui utilisent les matins, des lycéens qui vont, et puis des étudiants qui prennent le bus sur une route qui est particulièrement dangereuse. Comme partout, vous allez me dire, parce que l'avenue Laudrouin est dangereuse aussi, mais il y a quand même un peu moins de passages à l'avenue Laudrouin, même s'il faut sécuriser aussi l'intérieur de la commune. Je vois qu'il y a travaux de réfection de certaines voiries et sécurisation à l'intérieur de la commune. Bon, je pense que la commission, à un moment donné, travaillera là-dessus pour en parler, et c'est aussi urgent. Sur les acquisitions foncières, même chose, hein, une commune qui n'a pas de terrain, elle ne peut rien faire. On peut se dire, ouais, mais est-ce que c'est le rôle d'une commune d'acheter? Oui, c'est le rôle de commune d'avoir des réserves, comme un particulier, quand il a les moyens d'acheter, il a une réserve foncière. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pris dans l'ordre, je m'excuse. Je reviens là sur le sport. La boucle pédestre sportif et le parcours de santé sportif. Alors, j'avais espoir, en 2022, de pouvoir faire des musculations en extérieur, le long d'un lac ou dans un
parc avec des enfants qui jouent. Ça s'est pas fait. On va reconduire, j'imagine, ce budget à l'année 2023 et je pense qu'il viendra compléter la boucle sportive. Joueur de Gilles pour le sport, je pense que c'est prévu, quoi. C'est ça? Enfin, j'espère que c'est prévu, quoi. Alors, moi, le titre revitalisation du centre-bourg et amélioration du cadre de vie, j'aime pas ce titre revitalisation, je parle plutôt de la vitalisation du centre-bourg parce qu'en fait, il n'a jamais vécu. Donc, à part quand je devais. Et donc, j'étais pas né. Voilà, donc oui, j'étais pas né, oui, même si ça fait quelques années. Végétalisation du centre-bourg, et ça, avec les chaleurs qu'on a actuellement et les changements climatiques, il faut le faire, quoi. On est dedans. Transition écologique et entretien des réseaux. Le plan, effectivement, photovoltaïque, c'est quelque chose, il faut s'inscrire dedans. On est dedans. Il y a peut-être un point aussi qui peut être fait. Aujourd'hui, on a des micro-stations pour faire du gaz qui peut être installé dans des containers. C'est peut-être un atout, peut-être à travailler aussi, notamment pour les tentes de jardin, notamment pour tout ce qui reste de cantine. Ça permet c'est des méthaniseurs portables, voilà, qu'on peut mettre. Il y en a qui on commence à en voir dans Bordeaux aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose à creuser, ça. Puisque aujourd'hui on a le problème, on a parlé tout à l'heure avec le SMIC belge, je ne sais pas rebondir, mais on a le problème des tontes, des gens qui ne savent pas quoi faire de leurs tontes. C'est pas une micro-station, hein, ça peut servir à faire du biogaz dans des villages, dans des communes et dans des villes. Et notamment la commune de Bordeaux qui est là-dessus. Après, sur toute la partie communication, on a un nouveau site internet qui est plutôt pas mal. On a les achats de nouveaux panneaux lumineux, qui étaient dans le projet, en fait, c'était notre projet. Donc, ouais. Pour les services communaux, même chose. On a l'impression de ne jamais s'arrêter d'acheter des véhicules. Ça fait des années qu'on achète des véhicules. Mais il y en a besoin. Il y en a besoin parce que si on veut une commune propre, à un moment donné, on a besoin d'acheter du matériel pour pouvoir travailler. Alors, on ne va pas couper un arbre pour faire une pelle, hein, pour faire un manche de pelle. On achète ce qu'il faut. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des... Oui, moi j'ai une question sur, dans l'hypothèse où la gendarmerie se bâtit sur Ison, quels seront les effets de bord positifs ou négatifs sur le budget de la municipalité? Quelle sera la... J'ai pas compris. Quels seront les effets? Oui, les effets de bord. Sur le budget, rien, nada. Enfin, a priori, en tout cas, vous voyez, la commune apporte un foncier. La commune est propriétaire de 6300 m² ou 6200 m². Voilà, la commune apporte ce foncier. La commune apporte un projet global, potentiel, en lien avec un promoteur, un bailleur. En l'occurrence, c'est un bailleur social, Légion d'Habitat. On a la volonté d'assurer, a priori, une mixité fonctionnelle sur ce site. Gendarmerie, habitat, commerce, parking. Projet structurant, pour le coup, vous voyez. On parlait de vitalisation, de revitalisation du centre-bourg. Quand on a un foncier pareil, un tel potentiel dans l'hypercentre, il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas se contenter d'une seule fonction, d'un seul service public. Vous voyez, donc rien n'est figé, l'intention est là, à travailler dans le consensus, en commission évidemment. Quel projet global, mais je pense qu'on a tout intérêt à miser sur du plurifonctionnel. Mais pour répondre à votre question, à part apporter un foncier, qui, soit dit en passant, aujourd'hui n'est pas constructible, et la réserve est de taille. C'est-à-dire que le projet suppose deux conditions. La première, c'est que notre candidature soit lauréate, et donc là, Inch'Allah. Et la deuxième, c'est que ces parcelles deviennent constructibles dans le cadre de la révision du PLU. Et là, nous, on va proposer, vous le savez, en commission, on en a discuté à plusieurs reprises, nous allons proposer que ces parcelles deviennent constructibles, mais il n'est pas acquis qu'elles le deviennent pour tout un tas de raisons, compte tenu du cadre réglementaire qui aujourd'hui
freine nos envies de constructibilité, le fameux zéro artificialisation nette notamment, vous voyez, qui est une vraie contrainte, compte tenu de tous les espaces qu'on a consommés à Ison depuis 20 ans, on peut s'attendre, on peut redouter que l'État finisse par nous dire, bah non, vous n'avez pas de marge de manœuvre pour décréter des terrains constructibles. Donc, si, toujours pour répondre à votre question, aujourd'hui, apporter 6 000 m² non constructibles à un projet, bah, ça coûte quelque chose à la commune, mais enfin, ça coûte 6 000 €, quoi, à peu de choses près. Si ce terrain devait devenir constructible demain, condition sine qua non pour que ce projet sorte, eh bien, ce qu'on apporterait, ce que ça coûterait à la commune, si vous voulez le voir comme ça, ben c'est 6 000 m² de terrain constructible. On n'a pas encore discuté du prix d'acquisition de ce terrain. Ce qui est certain, c'est que la commune doit faire un effort. La question, c'est de savoir à quelle hauteur la commune va devoir faire cet effort. Mais c'est le seul effet de bord. Vous voyez, il faut vraiment se projeter, considérer qu'on apporte un foncier pour considérer qu'il y a un effet de bord. Ouais, enfin, moi, je pensais plutôt dans les recettes potentielles qu'on pourrait récupérer, parce qu'il y a des commerces, il y a du bâti pour la gendarmerie. Mais donc votre question, je comprends. Il est évident que si un projet sort, on va percevoir une taxe d'aménagement, on percevra de la foncière, et puis ça amènera de l'activité. Voilà. Et il n'y a de richesse que d'hommes. Voilà, ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais sur l'opération elle-même, sur le lancement de l'opération, vous voyez, il faut bien avoir en tête que voilà, on apporte un foncier. C'est ce qui fait en partie la solidité de notre candidature. Hein. Si on arrive et qu'on dit au ministère de l'Intérieur, bon, bah, ok, pour le gendarmerie, ils ont, mais c'est 150 € le mètre. Oui, non. Là, on parle d'un projet qui, grosso modo, on est sur du 6 millions hors taxe. Hein. 6 millions hors taxe. Donc, si pour un projet de gendarmerie, il faut 6-7 millions et qu'on demande à la commune d'apporter un foncier de 6 000 m² qui, aujourd'hui, n'est pas constructible, ça m'a l'air, moi, parfaitement raisonnable au regard des avantages que l'on pourrait avoir à une brigade de gendarmerie sur le territoire. Donc, voilà. Et puis après, il y a évidemment tout ce que ça peut générer derrière. Sur le projet dans sa globalité, une fois encore, M. Vessière, quel projet dans la globalité des parcelles, hein, là, je quitte la seule parcelle communale, si je mets les 2 hectares dans la boucle, grosso modo, quel type d'aménagement? J'ai mon idée. Je ne vous cache pas avoir déjà travaillé, hein, à titre personnel, hein, sur ce que pourrait être ce projet, mais on aura tout le loisir d'en discuter en commission et on trouvera un consensus sur le sujet. C'était juste une remarque financière. Les potentiels bénéfices qu'on pourrait récupérer par la construction de cette gendarmerie, des services, des commerces autour. D'autres questions, monsieur Boisseau? Non. Alors, monsieur Malville, je rebondis quand même sur votre intervention parce que, sauf erreur de ma part, vous êtes d'accord sur tout. Vous êtes d'accord sur tout. Enfin, il me semble, hein, je ne crois pas avoir... Alors, il y a des remarques critiques, évidemment, et c'est bien, enfin, critique au sens philosophique du terme. Voilà, pas critique négative, vous voyez, mais il me semble en tout cas que vous êtes... Je me trompe? Non, c'est à peu près ça. Il me semble que vous êtes à peu près d'accord sur tout, dans les grandes orientations en tout cas. Hein. Dans les grandes orientations, évidemment, l'adoption du budget sera un autre sujet. Mais sur les grandes orientations, en tout cas, vous ne voyez rien de délirant ou de... Non, vous confirmez, M. Boisseau? C'est quand même exceptionnel. Marc va parler, est en train de parler, et c'est pas quelque chose qu'il fait d'habitude. Non, je confirme. Juste, on attend de voir le résultat. Après, c'est une orientation. Oui, on est d'accord. Mais on jugera sur pièce. Ah, mais il faut toujours juger sur pièce. Moi, je ne demande que ça. Que on les gens se prononcent sur pièce, qu'il y ait du dialogue contradictoire, un vrai dialogue fait d'arguments. Et surtout, que l'on juge au résultat. Voilà. Nous sommes d'accord. D'autres remarques? C'est OK? Parfait. Donc le débat a eu lieu. Comme vous le savez, un débat d'orientation budgétaire ne donne pas lieu à un vote. Je constate simplement que ce débat, nous constatons ensemble que ce débat a eu lieu. Et je vous remercie. Ah, il y a les autorisations de programme et crédits de paiement. Excuse-moi Yannick, j'ai oublié les APCP. Yannick Clavier va vous présenter quelques APCP si vous voulez. Yannick, je t'en prie. Oui, merci. 4 APCP. 3 concernant la médiathèque. La première, les aménagements et les abords de la médiathèque. On avait prévu 300 000 €. On a payé 20 000 € en 2022.
Donc il nous reste 280 000 en 2023. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, dans ce qu'on avait prévu, après avoir reçu les offres, on est dans les clous. Donc il n'y aura pas a priori de surcoût dans ce programme-là. Donc sur le programme bâtiment médiathèque, on avait déjà parlé, c'est juste un transfert dû au retard de paiement de 2022 sur 2023, tant sur le bâtiment que sur l'équipement de la médiathèque. Et la dernière PCP, ça concerne la halle sportive. Étant donné qu'on avait déposé un dossier l'année dernière, on avait lancé quelques travaux ou quelques études qu'on doit payer sur 2022 à hauteur de 4 263 €. Et on attendra donc la réponse pour la candidature à ce nouveau projet. La réponse de l'ANS, Agence nationale du sport, et on a prévu 1 044 000 € en 2023 pour répondre à cette opération relative aux aménagements sportifs. Des remarques sur ces APCP? C'est OK? Bon, on enchaîne? On peut enchaîner. Je vous remercie de ce dialogue. Autre délibération lors du jour. Chère Brigitte, ça te concerne. Je te laisse la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons entreaperçu lors du débat d'orientation budgétaire ce poste donc à l'accueil, mi-temps accueil, mi-temps CCAS. Et donc voilà que nous passons en délibération, donc cette création au tableau des effectifs. Voilà, monsieur le maire, de quoi il s'agit. Et je vous demande donc, conformément à la commission ressources qui a donné un avis favorable, eh bien de bien vouloir nous aider à faire en sorte que ce poste soit bien inscrit au tableau des effectifs. Très bien, je te remercie. Brigitte, y a-t-il des remarques? Des oppositions, des voix contre, des abstentions? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Dernier sujet à l'ordre du jour du Conseil, pas des moindres, loin de là, mais qui a déjà donné lieu, en tout cas entre nous, à débat au sein de la commission Ville Durable, puisqu'on a discuté à plusieurs reprises. Il s'agit donc de la révision du PLU, et il s'agit donc ce soir de débattre sur le projet d'aménagement et de développement durable, qui est vraiment le premier acte fort, si je puis dire, dans le cadre de la révision d'un PLU, puisque c'est dans ce PADD, projet d'aménagement et de développement durable, que doit être affiché le projet politique en matière d'aménagement du territoire à Izon. Et nous portons un projet politique qu'on essaie de faire en sorte que le projet soit le plus consensuel possible, mais en tout cas, c'est un projet politique en matière d'aménagement du territoire, c'est-à-dire sur le long terme, conformément à nos engagements. Et donc, il s'agit de définir dans ce PADD des objectifs, des orientations retenues pour les années qui viennent. On se projette dans ce PADD à minima jusqu'à 2035-2040. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un document essentiel, un document politique essentiel. Et je salue le travail qui a été réalisé en commission, travail consensuel avec la participation notamment des élus au cœur d'Izon. Ce PADD, vous le savez, a été construit autour de 4 axes. Je vais rapidement rappeler ces 4 axes, vraiment les grandes orientations de ce PADD, et puis on pourra en débattre ensuite, je l'espère. Premier axe, favoriser un développement urbain vertueux. Alors, c'est important, urbain, vertueux. D'abord, il s'agira de créer à Izon entre 480 et 550 logements à l'horizon 2034-2036, notamment compte tenu de notre carence en logements sociaux. On n'a guère le choix, on regarde la loi, ce qui représente grosso modo entre 850 et 1000 habitants supplémentaires d'ici 2035, pour faire très court. On atteindra peut-être une limite, on débattra de savoir si avec 1000 habitants de plus, ils ont atteint une limite ou pas, mais en tout cas, ce PADD fixe ce premier cap, favoriser un développement urbain vertueux, mais attention, créer ces logements en privilégiant d'abord le renouvellement urbain et en limitant les extensions d'urbanisation, en limitant notamment les extensions d'artificialisation des sols. C'est le challenge auquel on doit répondre. Veiller à l'équité sociale et notamment s'inscrire dans une politique de mixité sociale, d'offres diversifiées. Je rappelle que
70% des foyers isolés sont éligibles aux logements sociaux. Je rappelle qu'en 2021, on a eu 126 demandes de logements sociaux dans mon bureau et on a donné suite favorable à 18, je crois, ou voilà, 18 familles. Donc ça veut dire qu'il y a quantité de familles isonnaises qui sont en galère de logement, que c'est un droit élémentaire que de pouvoir se loger dans de bonnes conditions, que la plupart de ces familles travaillent, hein, je le précise quand même. Voilà. Et quand je dis que 70% des isonnés, et probablement 70% d'entre nous, je l'espère en tout cas, si on est représentatif des isonnés, sont éligibles aux logements sociaux, c'est évidemment un chiffre qui doit marquer les esprits. Voilà. Il y a une demande de logement, il y a un besoin de logement, et donc on doit à la fois répondre à ce besoin de logement et en même temps favoriser un développement vertueux, urbain, pas trop consommateur d'espace, sachant que depuis que je suis né, en France, on a bétonné l'équivalent de 5 fois la Gironde. C'est considérable, hein, 5 fois le département de la Gironde en un demi-siècle. Je n'ai pas tout à fait un demi-siècle, j'ai la quarantaine passée, on va dire. Ça fait beaucoup, 5 fois la Gironde. Je ne sais pas si à cette allure-là, les gens doivent comprendre qu'on va finir par tout bétonner et qu'on ne peut plus et que par conséquent, il faut donc peu ou prou densifier les espaces urbains. C'est le deuxième objectif. En lien avec le deuxième objectif, c'est favoriser le cadre de vie, densifier les espaces artificialisés et préserver le cadre naturel. Donc ça, c'est notamment le gros challenge qui est porté par Caroline Guise sur sa délégation. Préserver le cadre naturel, favoriser les déplacements urbains vertueux, favoriser les mobilités douces, promouvoir la qualité paysagère, la qualité urbaine, la qualité architecturale, veiller à respecter l'identité d'Ison, faire d'Ison une petite ville nature. Et là, évidemment, il faut beaucoup communiquer, valoriser là-dessus. Et je compte beaucoup sur Audrey Combier. Mais enfin, il faut vraiment qu'il y ait consensus sur le sujet. Faire d'Ison, c'est ça le projet politique. Faire d'Ison une petite ville, certes, mais une petite ville nature. Voilà. Préserver ce cadre de vie qui est singulier. Préserver cette singularité, valoriser cette singularité, ne pas défigurer Ison. Ça, c'est le deuxième axe fort, la deuxième orientation forte de ce projet d'aménagement et de développement durable. Troisième axe, préserver les milieux naturels, la qualité des paysages et des ressources. C'est en lien évidemment avec la valorisation du cadre de vie. Enfin, c'est important de valoriser les milieux naturels, de valoriser les paysages. Le plan paysage est là à la fois pour valoriser ce que l'on a et pour communiquer sur ces atouts que notre ville porte en elle, limiter les risques d'atteinte aux personnes et aux biens, évidemment, ça veut dire tenir compte du fait que Ison reçoit toute la flotte, il y a 3 bassins versants sur Ison, qu'on est en bord de Dordogne, et donc cette conjonction entre Dordogne d'un côté et 3 bassins versants de l'autre fait que Ison récupère la flotte d'ailleurs. Il y a un risque autour de l'eau qui est considérable. Il faut qu'on tienne compte de ce risque. Parmi les risques qu'il y a à Ison, c'est vraiment le gros risque qui porte sur Ison. Ison est une ville d'eau. Ison est un territoire d'eau. Il faut faire de ce territoire d'eau un atout, notamment en valorisant ce territoire d'eau, mais il faut évidemment également tenir compte des risques que nous fait courir ce territoire d'eau et prévenir autant que possible la réalisation de ces risques. Préserver la ressource en eau, en tout cas tenir compte de la ressource en eau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur notre territoire, s'agissant de la ressource en eau, on n'est pas au mieux. On peut le dire comme ça. Et c'est un message que j'adresse au SIAPA et notamment à son président Bernard Guillem. Il va falloir qu'on cravache fort pour préserver la ressource en eau et pour réparer ce qui doit être réparé. Ce n'est pas de la compétence de la commune, je le dis tout de suite. Tout le monde peut constater des fuites partout, tout le temps. Mais la commune n'est pas compétente pour réparer les fuites qui sont nombreuses. Et je parle des fuites, je prépare d'autres choses. La commune n'est pas compétente, ce n'est pas à nous d'intervenir. On peut servir de boîte aux lettres en quelque sorte, on peut relayer, on le fait d'ailleurs, les fuites que l'on peut constater à droite ou à gauche quand on arrive à les constater. Mais ce n'est pas de la compétence de la commune, c'est la compétence du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable d'Arvers. Et puis, protéger les zones humides, ça fait partie du challenge autour de la préservation des milieux naturels. Quatrième axe, enfin, concernant l'activité économique, à la fois pérenniser les activités économiques et conforter, favoriser, développer les activités économiques. Il me semble qu'on a déjà fait des pas considérables depuis que nous sommes élus. Il faut poursuivre l'effort et j'ose espérer que les Isonnais se rendront compte rapidement de ce que ce travail politique porte ses fruits. Il faut développer les activités économiques. Les activités économiques génèrent des échanges. Les échanges génèrent du lien social. Et on a besoin de lien social. On a besoin d'échanger. On a besoin de se rencontrer. On doit accueillir de nouvelles activités. Évidemment, il faut faire en sorte que ces nouvelles activités accueillies ne génèrent pas des nuisances excessives. Et là, il y a un gros travail à faire, notamment un gros travail de compensation à faire.
puisque par la force des choses, si je puis dire, en tout cas des choix ont été faits il y a quelques années, quelques mandats, notamment le choix de faire de la zone d'Anglumeau une zone d'activité dédiée à la logistique. C'est un choix qu'on paye aujourd'hui et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc maintenant, il faut faire en sorte qu'on amenuise autant que possible les nuisances dues à ce trafic. Et je l'annonce tout de suite, il y a un nouveau projet de développement sur Ison autour d'une activité logistique consacrée à la filière vitivinicole. Il va falloir que l'on rencontre, c'est un projet qui est dans les tuyaux, ça aurait pu être bien pire, il va falloir qu'on rencontre les habitants, donc dès demain. On prendra contact avec les représentants de ce collectif d'habitants sur l'Est d'Ison et on leur expliquera les problèmes, la problématique. On réunira la commission et on veillera à ce que tous les élus soient représentés à cette commission. Et il s'agira de convaincre les uns et les autres de ce que l'installation de cette nouvelle entreprise peut être davantage vertueuse que nocive pour Ison et comporte un trafic poids lourd très limité. De mémoire, quand je suis arrivé, il y avait un projet d'implantation d'entreprises logistiques qui drainait à minima 60 poids lourds par jour. Voilà. Ce projet est sorti, si je puis dire, excite ce projet. Le nouveau projet qui arrive, qui consiste donc qui porte autour de la filière logistique dans le secteur viticole, vitivinicole, annonce au maximum 10 poids lourds par jour, et on ne parle pas de 44 tonnes, on parle de petits camions, au maximum de quelques camions de 22 tonnes par jour. Donc c'est un projet qui peut être vertueux, c'est un projet qui rapportera 40 emplois, a priori 30 à 40 emplois. Il faut qu'on en discute, et on aura l'occasion d'en discuter à la fois en commission et en conseil municipal, et on se doit de le faire en toute transparence avec les Isonnais les plus impactés par la zone d'Anglumeau. On leur doit cette transparence et on leur doit ce débat. Donc je vous annonce tout de suite qu'il y aura une réunion qui sera organisée très probablement la première semaine d'avril, avec les porteurs du projet d'une part et avec toutes les parties prenantes, élus, habitants, qui seront les bienvenus pour discuter de ce projet, pour aborder un petit peu comment est-ce qu'on va l'accompagner ou pas. Oui, monsieur Malville. Excusez-moi, juste une question sur ce projet. Je sais qu'après on le verra en commission, mais pour mon information, il y a derrière IPAC, enfin c'est plus IPAC maintenant, c'est l'usine de retraitement du verre. Il y a déjà pas mal de bois qui ont été coupés. Ils viennent s'implanter là ou c'est après? Ils viennent s'implanter là en fait. Je rappelle que sur cette zone étaient prévus 16 hectares d'extension de l'activité économique. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, quand on est arrivé, et qu'on a réduit la voilure à 8 hectares. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 8 hectares d'espace boisé que l'on préserve et qu'on sacralise. Il n'y aura D'accord, rien sur ces 8 rien. hectares. Il restait dans les tuyaux 8 hectares avec 2 projets. Un premier projet qui est déjà sorti de terre, si je puis dire, c'est l'extension de Discac. Oui. Donc là, le bâtiment va être livré, il est quasiment livré. Et puis un deuxième projet à l'arrière qui porterait donc sur cette activité qui serait portée par l'entreprise d'Artes, qui est spécialisée dans la logistique de vin de garde. Donc ça serait, pour faire très court, la plus grande cave de la Gironde. Non, j'exagère, ce ne serait pas la plus grande cave de la Gironde, mais enfin, ça serait une super cave. Mais j'insiste, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et le projet initial, qui était en quelque sorte sabré, prévoyait non pas d'Artes, mais un autre opérateur économique, toujours autour de la logistique. Projet construit sous la précédente mandature, je le précise quand même, et qui prévoyait à minima 60 camions par jour. Donc voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Toujours sur les activités économiques, donc voilà, j'insiste, c'est un axe fort du projet d'aménagement et de développement durable, prévoir le développement de nouvelles activités et permettre accessoirement quand même à l'activité agricole et viticole de se poursuivre, de perdurer, voire de se développer. Donc il s'agit de trouver un consensus entre ces différentes injonctions. Des questions, peut-être un débat, M. Malville, M. Boisseau, M. Vessière, sur ce PADD qui a été adopté de manière consensuelle. Alors, c'est gênant parce qu'on ne va pas refaire le débat. On a fait beaucoup de réunions là-dessus. Non, mais voilà, les gens ne sont pas forcément au courant, mais c'est une des commissions, je pense, qui s'est réunie le plus depuis le début du mandat sur la modification du PLU. C'est une réunion où on participe, on essaye d'être là, au moins qu'il y ait toujours des représentants de corps disons qui soient présents.
C'est une commission où il y a du débat, où on échange nos idées, on a co-construit ce PAD ensemble. Voilà, donc, beaucoup de choses qu'on a mis, dont on a parlé ont été repris. Donc, bon. Alors ça peut peut-être frustrer des gens de voir qu'il n'y a pas de débat entre nous, mais le débat a bien eu lieu, avec 10 personnes, hein, on est 10 à la commission. Peut-être que... Mais ça, on ne peut pas le mettre dans un PDD, mais c'est-à-dire que jusqu'en 2035, pour l'instant, on n'a pas donné, par exemple, pour un collège. On s'est dit, on le laisse à l'extérieur, le collège. Avec ce qui est en train de se passer, voilà, peut-être que le collège... Bon, le PLU, le PADD est inscrit ainsi. La politique de l'eau, on en a parlé. Ça fait débat en ce moment, enfin, ça ne fait pas de débat d'ailleurs, hein, ça a beaucoup d'écrits sur l'eau. Effectivement, on en a parlé en commission en se disant qu'il y a la ressource en eau qu'il faut préserver. Et on en a besoin quand on veut construire 550 logements, en fait, qui est donné par l'État. Hein. C'est pas un montant qui a été tiré au chapeau en disant vous aurez ça. Il y a une cible de 550 logements. Quoi. C'est préserver le cadre de vie de tous. Mais c'est aussi comprendre que dans les années à venir, l'habitat changera. Voilà. Si on veut accueillir 550 personnes sans trop toucher aux terres, il faut comprendre qu'à un moment donné, ça va monter. Voilà. C'est ça qui va être le plus dur. Alors il y a consensus entre vous et nous. Être aux manettes, c'est pas faire plaisir à tout le monde. Il faut comprendre. Ça a attiré beaucoup de monde quand, à la première réunion qui avait été faite, notamment sur la commission intramunicipale. Beaucoup de gens étaient là. À la deuxième réunion de présentation, il y a beaucoup de gens aussi qui sont venus parce que c'est un thème intéressant. C'est aussi un thème parce que ça engage les élus sur 35 ans. Alors, ils ne sont pas là jusqu'en 2035 pour certains, ou pour d'autres. Mais par contre, c'est on bâtit. Toi, rigole pas, tu y es pour jusqu'en 2035. C'est le plus jeune, là, alors... Tu ne vas pas y échapper, toi. Et on dirait que c'est ta faute, parce que tu l'auras voté, le truc, en plus. Donc, non, mais rigole pas, tu seras... voilà. Se dire, on n'accueillera pas plus de 1000 habitants, je rentrerai, parce que j'en parlais à Marc, je rentrerai jamais dans ce discours. Jamais. C'est impossible. Je me souviens à un moment donné en disant, on ne dépassera pas 4500 habitants en 2020. Ouais. On s'est rendu compte qu'on les a bien dépassés et depuis très longtemps. On accueille les gens à Ison depuis très longtemps. Si on avait accueilli personne, on serait que 3 autour de la table. À peu près. Ouais, c'est ça. Il y a Gilles et Anne-Marie. Je suis désolé. Donc ça veut dire qu'on accueille bien des gens, quoi. Voilà. Et donc je ne peux pas, moi, ne dire on n'accueille pas les gens. Donc oui, alors. Maintenant, où construire ? C'est une décision qui se fait en commission, qui se fait avec l'État. Ison attire. Ison est situé à, je ne vais pas vendre Ison, on est à 18 km de Bordeaux, on a 2 gares autour de nous. Quand les trains marchent, on peut prendre le train, et il marche 90% du temps. Voilà, à Ison. Donc ça marche bien plutôt. Donc on est un territoire qui attire. Voilà. On l'a rendu dynamique, le territoire. Il va l'être, avec une école, avec des associations, avec des biens, comme le gymnase, avec du tennis, avec du foot, avec voilà, il y a ce qu'il faut pour occuper les enfants. Des points jeunes, un point jeune qui tourne. Donc forcément, alors, quand on est dans l'immobilier, on s'en rend vite compte qu'ils ont été très demandés. On ne peut pas fournir un logement à tout le monde, c'est pas possible. Néanmoins, et vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'Isonnais qui ont besoin d'être relogés suite à des situations souvent fois familiales. Des gens qui sont en détresse par rapport au métier, qui à un moment donné, il faut les aider temporairement. Et là, on peut pas, malheureusement, on peut pas y répondre. Ce PADD, on ne va pas dire que c'est la recette miracle où on va accueillir tout le monde, mais au moins ça fixe des objectifs. On l'a bâti ensemble. Je vais pas, alors peut-être que je vais frustrer des gens en disant, je ne dis pas c'est nul. Non, on l'a bâti ensemble. Je ne vais pas dire que donc il nous ressemble, si, ce PADD. Donc j'espère qu'il sera approuvé à Ison, j'espère qu'il sera approuvé aussi à Libourne, derrière au niveau de la Cali.
C'est une première marche au PLU, mais au moins c'est une feuille de route. Voilà. Et ça a le mérite d'exister. Et le mérite d'être débattu pour les gens qui ont envie de débattre, bien entendu, qui ne font pas partie de la commission. Marc ? Non. Ouais, bon, ben voilà, ça suffit. Très bien, je vous remercie, Monsieur Malville. Juste deux petites remarques complémentaires. La Gironde, c'est entre 20 et 25 000 habitants de plus par an. Voilà. Et donc, effectivement, faut pas me prendre au mot lorsque je dis qu'à plus 1000, Ison sera full. Personne ne peut prendre cet engagement. Celui qui prendrait cet engagement, il serait fou, idiot ou menteur. C'est ce que vous dites, c'est la ville de Libourne qui se crée tous les ans. Tout à fait. C'est l'équivalent de la ville de Libourne qui se crée tous les ans, parce que la Gironde est un département très attractif. La plupart de ces néo-girondins, la plupart, vont travailler sur la métropole de Bordeaux. Il est aujourd'hui très compliqué de se loger sur la métropole de Bordeaux, puisque le prix de l'immobilier atteint des sommets, et donc inévitablement, Ison récupère une partie de ces gens, et Ison est attractif parce qu'il y a une qualité de service public, parce que le cadre environnemental est sympa, parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des élus sympas. Bref, Ison attire, voilà. Ison attire, c'est inévitable, c'est absolument inévitable. Il faut simplement, et ça c'est une responsabilité qu'on a, faire face à cette attractivité isonnaise tout en veillant à la qualité du cadre de vie de ceux qui sont là depuis un moment et voire non seulement y veiller, mais améliorer ce cadre de vie. Et j'insiste sur cet équilibre qu'on doit trouver. C'est pas simple, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible. On est là non pas pour défendre des intérêts particuliers, on est là pour se prononcer en conscience au nom de l'intérêt général. Inévitablement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. L'intérêt général, ce n'est pas une addition d'intérêts particuliers. Donc il faut avoir un peu de courage politique de temps en temps. Vous avez raison, les Isonnais sont très intéressés par le sujet et les réunions publiques, la commission extra-municipale puis la réunion publique qu'on a organisée témoignent d'un intérêt des Isonnais pour ce sujet, un intérêt on ne peut plus légitime. Je les invite à poursuivre cet intérêt, à cultiver cet intérêt. D'autres réunions publiques auront lieu. En tout cas, ce PADD, me semble-t-il, peut faire consensus, non seulement entre élus, mais peut également faire consensus auprès d'une large partie de la population. J'en suis intimement convaincu. On ne peut pas, s'agissant de l'accueil, en tout cas, de néo-habitants, de néo-isonnés, on ne peut pas faire autrement. Aurait-on été à jour au regard de des obligations légales en matière de production de logements sociaux que la question aurait pu se poser? Le fait est que non seulement n'étant pas à jour, mais étant très, 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 très loin des objectifs fixés par la loi, le fait est que nous n'avons pas le choix. Légalement, nous n'avons pas le choix. Légalement, sur cette question, je dis bien sur cette question de l'accueil, de la construction, nous sommes quasiment sous la tutelle de l'État. C'est une réalité. Celui qui soutiendrait l'inverse, et je remercie M. Malville de ne pas soutenir l'inverse, parce que c'est vraiment une preuve d'honnêteté intellectuelle. Et c'est important en débat public d'être honnête d'un point de vue intellectuel, parce qu'il serait très simple pour un opposant de dire c'est scandaleux, vous allez foutre le bazar à Ison, défigurer Ison. Ça serait très très simple. Et ça matcherait, qui plus est, d'un point de vue strictement électoral. Mais lorsqu'on est en responsabilité, lorsqu'on est honnête d'un point de vue intellectuel, on ne peut qu'admettre, je dis bien on ne peut qu'admettre, que cet accueil de néo-isonnés est inévitable à l'horizon 2035. Absolument inévitable. Il s'agit juste maintenant de trouver le bon équilibre entre nos obligations et ce que l'on souhaite faire pour valoriser Ison. C'est l'exercice de la révision du PLU, en substance. C'est OK pour tout le monde? Le débat a eu lieu. On transmettra à la CALI. Donc, il reviendra, vous l'avez dit, au Conseil communautaire d'adopter ce PADD, puisque la compétence a été transférée à la CALI. Mais on se devait d'avoir ce débat aujourd'hui. Et rassurez-vous, M. Malville, le Conseil communautaire adoptera ce projet d'aménagement et de développement durable, puisque le consensus entre le président Buisson et les différents maires, c'est que le débat doit avoir lieu au sein des conseils municipaux et qu'au sein du Conseil communautaire, c'est qu'une chambre d'enregistrement. Les PADD ne donnent jamais lieu à débat au sein du Conseil communautaire. Des questions? C'est OK pour tout le monde? Monsieur Malville, je vous en prie.
juste rajouter un point, mais plus d'informations générales que sur le PAD. Vous avez dans les préservations des milieux naturels, la qualité des paysages et ressources, actuellement, il y a un travail qui est réalisé sur le site Natura 2000, dans les zones, pour les zones inondables et Natura 2000, parce qu'il y a des zones... Natura 2000 n'est pas qu'en zone inondable, ça remonte un peu plus haut. Donc il y a un gros travail qui est fait actuellement par l'État sur comment on gère Natura 2000 et la gestion de l'eau à l'intérieur de Natura 2000. Voilà. Donc, il y a des réunions publiques qui sont aussi organisées, elles sont à Saint-Loubès. C'est des gens qui sont intéressés, qui viennent, parce qu'on n'est pas nombreux aux réunions. Voilà, c'est sur 3 communes, 4 communes avec la commune de commune de Vert, qui est concernée aussi. Voilà, donc voilà, c'est pas un appel au public, mais venez à ces réunions, ça permet d'échanger, ça permet d'augmenter le débat et d'amener des idées supplémentaires. Tout à fait, merci de ce rappel. On a communiqué à plusieurs reprises, Audrey Combi a communiqué à plusieurs reprises depuis le début du mandat sur ce travail réalisé en partenariat entre Ison, Saint-Loubès, l'État, et Vert et l'État, et Saint-Sulpice-Camérac, pardon, sur cette zone Natura 2000. On a communiqué à plusieurs reprises auprès des habitants en leur indiquant les dates des réunions, les sujets exposés, etc. Et effectivement, il est important, notamment avec Philippe Girard, parce que Philippe Girard est l'élu de la majorité qui est dédié en substance à cette problématique, à la problématique de l'eau d'une manière générale, avec Caroline Guise qui travaille beaucoup sur la dimension environnementale. Et moi-même, j'y étais, puisque notamment nous sommes croisés là-bas. Et effectivement, on constate que il pourrait y avoir davantage, en tout cas, d'isonnés. Voilà, sont surtout présents ceux qui sont directement concernés, qui habitent ou qui travaillent au sein de cette zone des Palus de Saint-Loubès-Ison, alors que c'est un patrimoine commun, en quelque sorte, qui mérite l'attention de chacun. Vous faites bien de le rappeler. Très bien. Chers collègues, je vous remercie du débat. Je vous remercie de votre présence. J'ai rien oublié, Karine. C'est parfait. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve en commission d'abord, et puis en conseil municipal le 6 avril. Vous pouvez noter sur vos agendas. Prochain conseil municipal budgétaire, donc le 6 avril. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Au revoir.